Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, 400 salariés de Michelin dans les rues de jouer les tours. Aujourd'hui, le bras de fer continue entre les bibs et la direction. Les syndicats refusent toujours de croire à la suppression inévitable des 730 postes de la branche poids lourds. Calder, la fin d'un long feuilleton judiciaire. On l'a appris tout à l'heure, le tribunal correctionnel de Paris relaxe le retraité tourangeau qui affirmait avoir reçu une douzaine d'œuvres de la main de l'artiste, des œuvres d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Le tribunal a estimé qu'il ne s'agissait en aucun cas de contrefaçon. Et puis le soulagement pour les commerçants des Halles. Le parking du quartier a réouvert tôt ce matin. Un incident qui a fait chuter de 30% leur chiffre d'affaires ces derniers mois. Le soulagement pour les commerçants des Halles. Le parking du quartier a réouvert tôt ce matin. Un incident qui a fait chuter, je vous le disais tout à l'heure, de 30% leur chiffre d'affaires ces derniers mois. Brian Bock. C'est fait, les voitures peuvent enfin emprunter le parking souterrain des Halles. Après l'incendie du 11 juillet, 2 mois de travaux colossaux ont été nécessaires pour tout rénover. Il y avait deux types de travaux. Le premier, c'était sur la structure béton de la dalle qu'il fallait étayer d'urgence. Et le deuxième travaux, c'était par rapport à l'électricité. La réouverture du parking a nécessité le passage lundi dernier d'une commission de sécurité pour constater la mise en conformité des installations. Seul le niveau -2 où a eu lieu l'incendie est encore fermé. Aujourd'hui, on a toute garantie pour que le R-3 et le R-1 puissent ouvrir en toute tranquillité. C'est le soulagement pour les commerçants des Halles. Ils se réjouissent de la réouverture du parking ce matin. Certains ont perdu pendant les 2 mois de travaux jusqu'à 30% de chiffre d'affaires, les mercredis et samedis, jour du marché à l'extérieur. On a peiné avant par une lassitude des gens qui venaient un petit peu fâchés et qui grognaient. Et c'est vrai qu'ils s'en allaient parce que quand ils avaient tourné 1 fois ou 2 fois sur le parking extérieur ou même sur le périmètre, ils ne trouvaient pas de place. Le parking des Halles n'ouvrira que intégralement dans quelques jours, le temps que les travaux au niveau -2 se finissent. En attendant, les horaires d'ouverture sont limités de 6h à 20h. Et avant de revenir sur cette journée de manifestation des salariés Michelin, pour certains, Michelin appartient déjà au passé. C'est le cas d'un salarié qui ne croit plus du tout en l'avenir du fabricant de pneumatiques à 32 ans. Il a décidé de prendre un nouveau tournant professionnel. Florent Carrière l'a rencontré. L'autre ça va, mais celle-là, tant qu'à faire, autant la passer vu que c'est pas grand-chose. De toute façon, on le laissera comme ça, lui. À 32 ans, Michael a décidé de tourner la page Michelin. Toujours salarié de l'entreprise, il n'a pas attendu le plan social pour mettre au premier plan son activité annexe. Il est désormais à la tête d'un véritable garage automobile. J'ai commencé, ça fait 1 an et demi avant, je vendais que des véhicules d'occasion pour avoir un petit complément de salaire, on va dire. Et là, depuis l'annonce du 10 juin qui nous ont tombé un peu dessus, bizarrement on va dire, j'ai décidé du coup de m'agrandir et puis d'essayer de rebondir comme il faut, quoi. Véhicule d'occasion, entretien léger et carrosserie peinture, Michael quitte le monde du pneu pour réaliser un rêve d'enfant. Il s'installe tout juste dans ses nouveaux locaux de la Riche avec un sentiment teinté d'optimisme et d'espoir. Chanceux, oui, quand même, parce que bon, je vais essayer de rebondir comme ça, alors qu'il y en a qui vont peut-être pas pouvoir rebondir comme ils vont vouloir, quoi. Ce père de 2 enfants a intégré Michelin en 2006. Aujourd'hui encore, il travaille en tant que conducteur calandre au sein de l'atelier ZP, cet atelier qui sera pourtant conservé sur le site jocondien. Mon but, c'était pas de rester à brasser de la gomme, c'était vraiment de monter, mais bon, arrivé là, la petite unité qui va rester, l'évolution s'arrêtera là où je suis, donc c'est plus intéressant. Michelin, du passé pour Michael, mais difficile d'occulter cette année de vie professionnelle. C'est dur quand même, parce que bon, c'était quand même c'était Michelin, quoi. On aimait bien porter ce nom-là, travailler pour cette enseigne. Maintenant, ça va pas être du passé, mais bon, il va falloir que ça devienne du passé de toute façon. Vu comment ils nous traitent maintenant, moi je bosse pas pour quelqu'un, pas pour des gens comme ça, quoi.
Comme tous les autres salariés de Michelin, ce jeune père de famille devrait être fixé sur son sort à la mi-décembre. Mais s'il a envie de quitter l'entreprise, pas sûr que Michelin souhaite s'en séparer. Dans ces conditions, aucune indemnité de départ ni de reconversion et par conséquent, aucun coup de pouce pour le lancement de son activité. Un salarié de Michelin qui a su rebondir mais dont l'avenir suscite encore de nombreuses inquiétudes. Et les salariés de Michelin ne baissent pas les bras face à la direction. Près de 400 salariés ont débrayé toute la journée. Ils ont ensuite rejoint leurs collègues syndicats à la maison des associations de Jouer les Tours, où se tenait un nouveau comité central d'entreprise. Romain Delville était sur place. Ça ne démarre pas fort les négociations à Michelin Jouer les Tours. Ce matin, des salariés ont accompagné leurs représentants à la maison des associations pour la première étape des négociations avec la direction, où chaque camp présente son projet. Mais chez les salariés restés sur le parvis, la confiance ne règne pas. Depuis le 10 juin, date de l'annonce officielle de suppression de 730 postes sur 960, et plus encore depuis le 7 juin, jour de la fuite sur Internet, ceux-là ont le sentiment d'avoir été trahis. Certains s'étaient engagés dans le projet Michelin, s'étaient investis, mais pour quel résultat? Je regrette qu'on ait formé des gens qui soient indiens, brésiliens, et qu'aujourd'hui c'est eux qui auront le boulot et nous on n'aura plus de boulot. Voilà, les remerciements de la maison après 40 ans de service. Deux visions syndicales se voudraient complémentaires. Certains pensent que le carnet de commandes des années à venir va permettre au quinquat de l'entreprise de travailler, encore cotiser et profiter de la retraite. L'économie à moyenne échéance permettra, espère-t-il, de voir plus loin. D'autres considèrent que Jouer peut redevenir l'avenir de Michelin, que Michelin doit garder son maillage territorial en France, source de sa force industrielle. Moins d'usines en France et l'emploi de salariés à bas coût dans les pays émergents, ce n'est pas cohérent dans l'histoire économique de Michelin. Une entité poids lourd comme Jouer les Tours, qui aujourd'hui a un taux de rentabilité à 6,6, qui sera l'année prochaine à 7,4, pour terminer le jour où ils ont décidé de la mise à mort de cette entreprise à 8,4 ou 8,7, est inadmissible. Tout ça parce que les actionnaires demandent un taux de rendement à 9%. La direction de son côté rappelle comme un leitmotiv le caractère inexorable de la fermeture du site de Jouer. Réorganisation de l'outil industriel, concentration des usines. Le pneu poids lourd, ce sera pour l'instant tout à La Roche-sur-Yon. Les mesures d'accompagnement fin de carrière, de manière à garder les gens dans l'emploi. D'autre part, pour tous les autres, il sera proposé 2 postes dans l'un de nos 14 autres sites en France. D'autres encore seraient aidés et auraient droit à des formations. Mais pour Olivier Coutan de Sud Solidaire, la construction du pneu à Jouer les Tours, ce n'est pas du passé. On refuse cette fermeture du site poids lourd. Ce qu'on souhaite, c'est que Michelin, avec les moyens qu'ils ont, parce que Michelin, il faut savoir que c'est une entreprise qui fait énormément de bénéfices, elle a les moyens de maintenir l'activité du site poids lourd à Jouer les Tours, de faire partie de nos anciens tranquillement, et dans 2015-2016, de pouvoir redémarrer l'activité poids lourd sur le site de Jouer les Tours. À cette première étape de négociation succédera une deuxième étape, le 19 septembre. Les discussions direction représentants de salariés pourront commencer. Alexander Calder, la fin d'un long feuilleton judiciaire. On l'apprenait tout à l'heure, le tribunal correctionnel de Paris relaxe le retraité tourangeau qui affirmait avoir reçu une douzaine d'œuvres de la part de l'artiste dans les années 70, des œuvres d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Le tribunal a estimé qu'il ne s'agissait en aucun cas de contrefaçon. La restitution des œuvres a donc été demandée. On ignore pour le moment si les parties civiles feront appel. Louis Mériguet rejoint le Rassemblement Bleu Marine. Le leader du mouvement identitaire local Vox Populi défendra les couleurs de Marine Le Pen lors des prochaines élections municipales. Son objectif, je le cite, élargir nos vecteurs d'influence et de proximité sur la vie politique tourangelle. Politique toujours, Laurent Baumel, le député maire PS de Ballon-Miré, se confie au micro de Florent Carrière ce mois-ci dans le nouveau numéro d'En Privé. Confident sur ses ambitions, son parcours, un homme politique qui n'a pas la langue dans sa poche. Je vous propose d'écouter un extrait. La réussite de la gauche au pouvoir, c'est un défi historique, pas très bien parti, il faut bien le dire, mais auquel moi je veux continuer à travailler. Oui, j'ai ma liberté de parole. Dès le départ, j'ai choisi de ne pas être un député godillot. Je considère que la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement que je soutiens
comportent des failles ou des lacunes. J'ai rencontré beaucoup d'électeurs qui sont venus me parler du fait qu'ils payent trop d'impôts, qu'on va les taxer encore plus, qu'ils ont des problèmes de pouvoir d'achat. Je suis sensible à ces questions et je considère que ça fait partie de mon rôle de remonter ces questions. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que pour réduire les déficits, on fait feu de tout bois en allant chercher des recettes partout sous forme d'augmentation d'impôts, de taxes ou de cotisations sur, je dirais, les salariés modestes, sur les couches populaires et moyennes du pays. Laurent Baumel dans Privé, une émission que vous pourrez voir ce soir à 19h15, puis à 20h15 et rediffusée demain à 14h sur TV Tour Val-de-Loire. Face à la crise dans l'immobilier, les professionnels du secteur font front uni. Aujourd'hui, une quarantaine de membres lançaient officiellement le club immobilier de Touraine. En 2012, 3000 agences mettaient la clé sous la porte en France. Si le marché local résiste plutôt bien, l'objectif du club reste de fédérer l'ensemble des acteurs économiques du secteur, sans oublier les collectivités locales. On écoute le président du club au micro d'Agnès Michaud. Les besoins ne sont pas du tout les mêmes, mais nos préoccupations sont communes. Vous relatez dans vos journaux aujourd'hui les questions relatives au logement, à l'habitat. Mais l'habitat, derrière, il y a aussi l'économie. Il y a donc les questions d'immobilier tertiaire, d'immobilier d'activité. Et toutes ces questions-là, on fait forme à tout. Et nous avons besoin maintenant d'une expertise globale. Et puis on le sait peu, et pourtant les facteurs eux aussi prêtent serment, honneur et probité. Au lycée Albert Bailly de Tours, une douzaine d'apprentis a ainsi prêté serment en présence d'un lieutenant-colonel de la gendarmerie. Un geste lourd de sens pour ces futurs facteurs. Florent Carrière. Je fais le serment de remplir avec conscience, honnêteté et probité les fonctions qui me seront confiées. Je m'engage à respecter scrupuleusement l'intégrité des objets déposés par les clients, l'inviolabilité et le secret des correspondances. Je m'engage à ne pas conserver un envoi de correspondance ou des fonds remis par des clients. Ce serment, tous les employés de la Poste le prêtent à leur entrée en fonction. Ce jour-là, une douzaine d'apprentis en alternance destinés à devenir facteurs. Pour rendre plus officielle la chose, c'est devant un lieutenant-colonel de la gendarmerie qu'ils se prêtent à leur obligation. L'objectif, c'est de nous fédérer autour d'un engagement fort, autour de valeurs fortes, que sont la probité, le respect de nos clients, le respect de leur correspondance. Voilà, ce sont vraiment des valeurs que nous communiquons au travers de ces prestations de serment. Prêter serment comme les gendarmes, par exemple, à la Poste, c'est historique. Auparavant, cela se faisait devant les tribunaux. Aujourd'hui, le cadre est moins formel, mais le caractère officiel l'est tout autant. Oui, c'est important parce que ça permet d'officialiser qu'on a la Poste. Donc je trouve ça important. Quand on porte serment, logiquement, c'est qu'on doit le faire. Donc je trouve ça bien. Au moins, c'est une parole qu'on donne et qu'on fait. Quelque chose d'important, c'est solennel. Je sens que c'est quand même un engagement, ça compte quoi. Donc là, on se dit oui quand même, faut vraiment pas faire n'importe quoi. Même si déjà à la base, c'était pas prévu de faire n'importe quoi quand même. Mais... Ce serment, ces jeunes apprentis s'en souviendront certainement toute leur vie, comme le début de leur engagement dans cette mission de service public que représente la distribution de courrier. Cela valait bien une petite photo souvenir. Merci, c'est parfait. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, charte de la laïcité, rythme scolaire. On parle de tout cela avec l'invité de la rédaction, Antoine Destré, directeur académique d'Indre-et-Loire. A tout de suite.